Bonjour. Dans cette troisième vidéo, on va aborder les fonctions de contrôle qui permettent d'agir sur le déroulement du programme, de prendre des décisions, de répéter des actions ou de sortir de certaines instructions. Tout d'abord, la boucle for, qui permet de répéter un bloc de code un certain nombre de fois. Attention à la syntaxe qui est très stricte, avec par exemple le point-virgule à la fin de chaque paramètre et le bloc de paramètres qui est entre deux parenthèses. Ensuite, le code qui va s'exécuter dans la boucle est placé entre deux accolades. Il faut donc une première accolade derrière le for et ses paramètres. On a d'abord l'initialisation d'une variable locale qui n'a d'existence que dans la boucle et qui n'a pas besoin d'être définie par ailleurs. La boucle se répète tant que la condition est vraie. Ici, c'est tant que la condition i inférieure à 5 est vraie. À noter que c'est une relation d'infériorité stricte, c'est-à-dire qu'on sortira de la boucle quand i sera égal à 5. Donc on affichera que les valeurs de 0 à 4 et non de 0 à 5. À noter aussi qu'on aurait pu utiliser inférieur ou égal dans la condition, et dans ce cas on aurait affiché les valeurs de 0 à 5. La variable de boucle est incrémentée à chaque fois, c'est-à-dire augmentée d'une certaine quantité, qui peut être de 1 comme avec le i++, mais ça pourrait être aussi une autre valeur avec i+2 par exemple. À noter que le i++ est équivalent à i+1. Le code qui s'exécute dans la boucle tant que la condition est vraie est encadré de deux accolades. En général, on a l'habitude de réserver les lettres i, j et k aux variables de boucle. Une boucle for peut être utilisée par exemple pour faire clignoter une LED un certain nombre de fois, comme dans cet exemple. On commence par déclarer la broche 13 en sortie avec l'instruction pinMode dont on reparlera plus tard. Attention à la casse des lettres. Si vous mettez le P en majuscule, le compilateur n'en voudra pas. La syntaxe est très pointilleuse et ceux qui disent ici et là que l'orthographe n'a pas d'importance devraient s'en inspirer. La boucle démarre avec i égale 0 et se poursuivra tant que i sera inférieur à 5 en incrémentant i de 1 à chaque fois. La LED va donc clignoter 5 fois avec des valeurs de i de 0 à 4. DigitalWrite est une instruction qu'on verra aussi plus tard et qui met un état haut sur la broche de la LED built-in, c'est-à-dire la LED qui est soudée à la carte. Délai 500 attend pendant 500 millisecondes. Cette fonction met le programme en pause et bloque en fait le microcontrôleur. Aucune autre tâche ne peut se faire pendant ce temps, y compris en entrée, ce qui est gênant. C'est pourquoi on préférera utiliser la fonction milli qui renvoie le nombre de millisecondes écoulées depuis le démarrage de la carte et permet une gestion du temps non bloquante. On verra cette fonction en détail dans une autre vidéo. Une nouvelle instruction DigitalWrite envoie cette fois un état bas à la LED qui s'éteint toujours pendant le temps indiqué dans délai. Lorsque i a atteint la valeur de 5, le programme sort de la boucle, exécute l'instruction délai 2000 qui attend 2000 millisecondes, soit 2 secondes. Notez bien la position des accolades qui encadrent chaque bloc de code. Les accolades qui encadrent tout le code situé dans la fonction loop et celles qui encadrent le bloc de code de la fonction for. Donc pour chaque accolade ouvrante, on doit retrouver une accolade fermante plus bas. Et c'est là qu'on voit l'intérêt de bien indenter les blocs de code pour voir à quel bloc de code se rapporte telle ou telle accolade. À noter que les boucles peuvent être imbriquées, c'est-à-dire qu'une boucle for peut se trouver à l'intérieur d'une autre boucle for quand on veut travailler avec deux variables de contrôle i et j ou dans une boucle while. Il n'y a théoriquement pas de limite à l'imbrication des boucles, sauf la mémoire disponible. Mais au-delà de 2 à 3 niveaux, le code devient difficile à comprendre et le risque de bug augmente d'autant. Le risque de blocage dans une boucle infinie est aussi plus important. On va voir maintenant la boucle while, c'est-à-dire tant que. Les instructions de la boucle se répètent tant que la condition est vraie, comme dans la boucle for, mais il n'y a pas de limite par une variable. Ça veut dire que si la condition ne se vérifie jamais, le programme rentre dans une boucle infinie et donc est planté. Donc plus simple, mais aussi plus risqué.
Les boucles while sont surtout utilisées pour attendre qu'un événement extérieur se produise, comme l'appui sur un bouton par l'utilisateur ou un événement sur un capteur. Si on doit utiliser une variable de contrôle comme dans l'exemple, il vaudra mieux faire appel à une boucle for qui permet un code plus lisible. Dans cet exemple, on va faire clignoter la LED de la broche 13, c'est-à-dire celle qui est soudée sur la carte, tant que l'appui sur le bouton sera maintenu. Quand on relâche le bouton, la LED s'éteint et ne clignote plus. On commence par déclarer les deux constantes sur un octet, car ce sont des numéros de broche. Pin bouton désigne le bouton branché sur la broche 2, et pin LED désigne la LED, ici c'est la LED built-in qui est soudée sur la carte. Dans le setup, on va initialiser les broches, la broche du bouton en entrée, et elle est mise à l'état haut par pull-up. Alors j'en avais parlé déjà des résistances de pull-up dans une ancienne vidéo, c'est le même principe, input pull-up active une résistance interne qui amène le VCC sur la broche pour la mettre à l'état haut. Donc le bouton est mis par défaut à l'état haut et il passera à l'état bas quand on appuiera dessus puisqu'il est relié à la masse. On est obligé de forcer le bouton à l'état haut par défaut pour être sûr qu'il y est bien. Sinon il serait dans un état indéterminé, un peu comme le chat de Schrödinger qui illustre les états superposés en physique quantique. Dans la void loop, on va tester si le bouton est appuyé et commencer la boucle si c'est le cas. Le double signe égal signifie strictement égal, on verra ces opérateurs plus loin. Donc, tant que le bouton est appuyé, le code de la boucle while s'exécute et on fait clignoter la LED comme on l'a vu dans un exemple précédent. Dès que le bouton est relâché, on sort de la boucle et l'instruction digital write met la LED à l'état bas et la LED s'éteint. Et on revient au début de la fonction loop pour tester le bouton et relancer le processus s'il est appuyé ou laisser la LED éteinte sinon. La LED ne clignote donc que si le bouton est enfoncé. On a aussi la boucle do while qui permet d'exécuter un bloc de code au moins une fois puis de le répéter tant qu'une condition est vraie. À la différence de la boucle while où la condition est testée avant d'entrer dans la boucle, avec do while, la condition est testée après avoir exécuté une fois le bloc de code. Elle est donc utile quand on veut s'assurer que le bloc de code s'exécute au moins une fois, même si la condition est fausse dès le départ. Par exemple, pour lire une valeur sur un capteur, au moins une fois, puis continuer tant que la valeur n'est pas dans une plage donnée. Cet exemple écrit les nombres de 0 à 4 sur le moniteur série. On commence par déclarer la variable compteur en entier 8 bits et à l'initialiser à 0. La déclaration se fait avant le setup. On démarre le moniteur série à 9600 baux dans le setup. Puis dans le void loop, la boucle do while commence par écrire la première valeur de la variable compteur qui sera de 0. On incrémente le compteur de 1 et on reboucle tant que le compteur est strictement inférieur à 5. La boucle sera donc parcourue 5 fois et quand le compteur atteindra la valeur 5, on sortira de la boucle. Ensuite, on a mis une boucle while infinie pour ne pas répéter le loop, la condition de cette boucle while étant toujours vraie. Deuxième exemple, on va allumer une LED tant qu'un bouton sera enfoncé. On commence par assigner la valeur 2 à pin bouton, qui est la broche où on aura branché le bouton, donc entre la broche 2 et la masse, et on assigne la valeur 13 à pin LED, qui est la broche où sera branchée la LED. Dans le setup, la broche pin LED est déclarée en sortie par output et la broche du bouton est déclarée en entrée avec input et forcée à l'état haut par pull-up. Donc au début, le bouton est forcé à l'état haut, c'est-à-dire non appuyé. Et lorsqu'on va appuyer dessus, il sera mis à la masse et passé à l'état bas. On démarre le moniteur série à 9600 baux. Et dans le void loop, on commence par tester si le bouton est appuyé, donc si sa broche est à low. Si oui, on écrit le texte bouton appuyé sur le moniteur série et on rentre dans le bloc de code. On arrive dans la boucle do while où on va allumer la LED au moins une fois avec l'instruction digital write qui met un état haut sur la broche pin LED. Un délai de 100 ralentit l'affichage pour éviter trop de messages.
et on teste l'état du bouton avec Digital Read sur sa broche. Si elle est à la masse, avec le bouton toujours appuyé, on reste dans la boucle while tant que le bouton restera appuyé. Si la broche est à l'état haut, donc le bouton relâché, on sort de la boucle, on éteint la LED avec Digital Write qui met la broche de la LED à l'état bas, et on écrit le message LED éteinte sur le moniteur série, et on recommence depuis le début. Dans les fonctions de contrôle, on a aussi les structures conditionnelles, avec if-else qui permet d'exécuter un bloc de code selon une condition. Ici, dans l'exemple, on va lire la valeur qui est présente sur la broche analogique A0. On a donc commencé par déclarer une variable appelée valeur A0 et qui est initialisée à la valeur qui est lue sur cette broche. Ensuite, on teste valeur A0. Si elle est supérieure à 800, on allume la LED par l'instruction Digital Write qui met à l'état haut la broche correspondant à la LED soudée sur la carte, c'est la LED built-in. Sinon, on met cette broche à l'état bas, ce qui éteint la LED. Ici, on a utilisé un entier 16 bits car la valeur ne tient pas sur un seul octet. On aurait pu aussi écrire int16_t pour être certain de ne pas occuper plus de 2 octets, et on aurait aussi pu utiliser un entier non signé avec uint16_t puisque cette valeur est toujours positive. Si on a plus de 2 conditions à comparer, on pourra utiliser else-if qui évite de faire plusieurs comparaisons if séparées pouvant donner de faux résultats et qui est surtout inefficace. Ici, on a branché un potentiomètre sur la broche A0 et on va afficher un message selon sa position. Dans le setup, on va initialiser la liaison vers le moniteur série à 9600 baux. Dans le loop, on va lire la tension qui est présente sur la broche A0 avec un analog read qui renvoie une plage de valeur de 0 à 1023. Et on a les 3 tests selon le niveau pour afficher un message différent sur le moniteur série. L'instruction délai 500 fait une petite pause d'une demi-seconde entre les affichages. Mais on peut faire mieux et plus concis et plus clair avec switch case qui permet de tester plusieurs valeurs en exécutant un bloc d'instructions différent pour chaque case. Ici, on va afficher l'état d'un bouton. L'instruction switch bouton va sélectionner le bloc case qui correspond à la valeur de bouton. Chaque ligne case se termine par 2 points et le bloc d'instructions correspondant n'est exécuté que si la variable est strictement égale à la valeur indiquée après le case. L'instruction break est indispensable pour sortir lorsqu'une condition est remplie et empêcher l'exécution de l'instruction suivante. Le mot-clé défaut à la fin des cases permet d'exécuter du code si aucun case ne correspond. Il n'est pas obligatoire et on peut très bien ne rien avoir à exécuter si aucune des conditions n'est remplie. On peut remarquer que le dernier break n'était pas nécessaire puisqu'il n'y a aucune autre instruction après. Attention toutefois, switch ne permet que de comparer une valeur exacte et pas une condition ou une plage de valeurs. Ainsi, dans notre exemple précédent, on n'aurait pas pu écrire case inférieure à 300, qui aurait déclenché une erreur de syntaxe. Parmi les autres éléments de contrôle, on a break qui, comme son nom l'indique, permet de sortir d'une boucle for, while ou do while, mais aussi des switch cases comme on l'a vu plus haut. Dans cet exemple, la boucle for est censée faire clignoter la LED 10 fois, mais si le bouton est pressé, on sort de la boucle avant la fin. Comme d'habitude, on déclare les constantes LED pin et button pin qui servent à désigner les broches de la LED et celles du bouton. Dans le setup, on met la broche de la LED en sortie avec output et celle du bouton en input avec forçage à l'état haut par pull-up. Et on arrive sur la boucle qui fait clignoter la LED 10 fois, avec la variable de boucle qui ira de 0 à 9 par incrément de 1. On a donc les 4 instructions qui font clignoter la LED, puis en dessous le test pour savoir si le bouton est pressé, en testant si button pin est passé à l'état bas. Si oui, on écrit un message sur le moniteur série et break sort de la boucle. Ici, c'est un exemple pour sortir d'une boucle while. On va simuler la lecture d'une valeur analogique d'un capteur de lumière ou d'un potentiomètre connecté en A0. La boucle while lit la valeur tant qu'elle est inférieure à un seuil. Dès que la valeur dépasse le seuil, on utilise break pour sortir de la boucle.
On déclare une constante 8 bits pour la broche du capteur pin, à initialiser sur A0 et une autre 16 bits pour définir le seuil. Notez qu'on aurait pu se passer de la constante capteur pin et utiliser directement A0 dans Analog Read, mais cette façon de faire avec une constante nommée est préférable pour la clarté et la lisibilité du code. Ensuite, on arrive dans la boucle while, qui devrait se poursuivre indéfiniment puisqu'il n'y a aucune condition pour en sortir, car on a mis le mot-clé true à la place de la condition. Donc tant que la variable capteur valeur sera inférieure à la constante seuil, la boucle se poursuivra. Et il n'y a que le break qui permettra d'en sortir. Le mot-clé continue ou continue en anglais permet de sauter immédiatement à l'itération suivante d'une boucle, sans exécuter le reste du code dans cette itération. Contrairement à break qui quitte complètement la boucle, continue ne fait que sauter à la prochaine répétition. On peut l'utiliser dans une boucle for, while ou do while. Dans cet exemple, on veut faire clignoter une LED, sauf quand le compteur de boucle est divisible par 3. Je passe sur les déclarations et le setup car c'est la même chose que dans les exemples précédents. On regarde la boucle for. Elle va de 1 à 10 car ici on a initialisé i à 1 et on a mis une condition inférieure ou égale à 10. On regarde si le nombre est divisible par 3 avec modulo qu'on verra la prochaine fois et qui donne le reste de la division entière d'un nombre. Donc si le reste de i modulo 3 est 0, c'est que i est divisible par 3 et donc la condition est remplie. Et l'instruction continue saute tout le reste de la boucle et on passe directement à l'itération suivante en incrémentant i de 1. Et on a le fameux Goto, hérité du basique de la préhistoire informatique et de ses programmes spaghetti. Il permet de sauter l'exécution du code et d'aller directement à une étiquette définie ailleurs dans le programme. J'en parle juste pour mémoire, mais c'est quelque chose à oublier. Goto peut rendre le code confus, difficile à lire et dangereux. On le considère souvent et à juste titre comme une mauvaise pratique, sauf dans certains cas très spécifiques, comme pour la gestion d'erreurs ou pour sortir d'une structure imbriquée très complexe. Dans cet exemple, Goto sert à sauter à l'étiquette skipRest si la variable val est supérieure à 800. Voilà, on a fait le tour des principales fonctions de contrôle et la prochaine fois, on verra les opérateurs, les fonctions de gestion des entrées-sorties qu'on a déjà un peu survolées avec les digital write et autres analog read. N'hésitez pas à poser des questions et à signaler des bêtises que j'aurais pu dire, car nul n'est à l'abri de cela. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite. À bientôt!